Bonsoir, bonsoir. Bon, est-ce que vous allez bien déjà? Bon, je vais attendre un petit peu avant de commencer la conférence, mais parce que le temps que tout le monde arrive, mais bah, j'espère que vous allez bien déjà. L'été, je sais que c'est pas forcément facile. Attendez, je vais commencer. Hop, partage d'écran. Ouais. Je sais que l'été est pas forcément, bah, c'est la période un peu compliquée hein, de toute façon. On va pas se mentir, mais il faut tenir. Hein. C'est pas forcément simple parce que voilà, on n'a plus forcément la motivation, on stagne un petit peu, etc. Mais il faut tenir. Alors, hop, non, je vais pas faire ça tout de suite. Tac, tac. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez eu le temps de préparer un petit peu vos cas, enfin les cas que vous avez envoyés ou pas? Et si oui, est-ce qu'il y en a qui vont poser des problèmes en particulier? Enfin, à la limite, prenez la parole pour poser des questions hein, tout de suite. C'est déjà des questions ciblées, ou sinon on va les voir au fur et à mesure de la conf. Pas tous, mais sinon oui. Okay. J'attends 5 hein, pour commencer. Bon, ouais, donc du coup, là, on en est au stade de l'année. Je ne sais pas comment vous êtes senti par rapport à ces cas cliniques. Les deux premiers étaient des pathos, enfin, des pathos qui étaient vraiment standards. Enfin, je pense que vous avez vu. Le cas numéro 3, c'était plus pour essayer de vous faire un rappel des médicaments. C'est pas des médicaments, bah, les Avecas mais l'aspirine aussi, mais c'est pas forcément des médicaments qu'on nous demande souvent de connaître, mais c'est quand même des médicaments qui tombent tout le temps. Enfin, on va tout le temps entendre parler d'Avecas, entendre parler de Déparine, etc. Il faut que vous soyez à l'aise dessus parce que même dans votre pratique derrière, enfin du coup, par exemple, moi là je suis en FFI en pharmaclinique, c'est des médicaments qu'on voit tout le temps, donc que ce soit pour bah, en fait, pour l'internat où ça peut tomber comme pour votre pratique derrière, ces médicaments, il va falloir être vraiment à l'aise dessus, les anticoagulants. Et du coup, la question 4, enfin le cas 4, pardon, du coup, c'est la CIVD qui était tombée en 2021. Je ne sais pas si la personne qui avait demandé ça est ici, mais du coup, il y avait quelqu'un qui avait demandé une correction détaillée. Bon, j'ai détaillé autant que possible. Je vous donnerai la correction détaillée en format rédigé, bien sûr. Et du coup, dans mon diapo, je vous ai aussi mis mes copies à moi, enfin ma rédaction, puisque j'avais pas eu une trop mauvaise note. Et du coup, bah, ça va vous permettre de voir à quoi ça ressemble une copie enfin, j'avais 41 ou 42, je sais plus. Et donc déjà, ça va vous permettre de voir à quoi ça ressemble une copie de Rungis. Et surtout, vous allez voir qu'en fait, en fait, c'est vide quasiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quasiment rien d'écrit. Enfin, c'est vraiment pour vous montrer qu'en fait, il faut vraiment mettre que des mots-clés. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des copies, peut-être que vous en foutez. Voilà. Bon, du coup, on va commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors. Est-ce que vous voyez tous mon écran déjà? C'est comme ça. Parfait. Bon, c'est parti. Du coup, moi, ce que je vous propose avant tout, c'est des petits QCM, enfin vraiment des tout petits QCM, hein. Des tout petits QCM de physio sur l'hémostase et tout ça. Ce que je vous propose, c'est que du coup, je vous les affiche. Je vous laisse une minute pour essayer d'y réfléchir. Et ensuite, derrière, c'est vraiment des tout petits QCM. Est-ce que, voilà. Donc, du coup, le premier, c'est celui-là. Donc, je vous laisse une minute pour y réfléchir. Et après, du coup, on regarde la correction aussi.
Voilà, du coup, ça fait 1 minute. Est-ce que déjà vous avez des problèmes là-dessus ou pas? Bon, vite fait, oui ou non. Est-ce que ça vous semble compliqué? Je vais poser une question différente. Est-ce que ça vous semble compliqué? Est-ce que ça vous semble au contraire hyper simple? Est-ce que, voilà. Parce que du coup, ça fait, comment dire? C'est pas des choses qui vont forcément tomber en cas clinique. Par contre, c'est des choses qui peuvent facilement tomber en QCM. Donc, en termes de correction, la première, elle était fausse. L'hémostase primaire correspond à la formation d'un caillot de fibrine. Ça, c'est faux, c'est la coagulation. L'hémostase primaire, elle aboutit au caillot plaquettaire. Enfin, voilà. Donc, ça, il faut bien que ce soit clair. C'est en 2 étapes. La coagulation, vous m'arrêtez hein, si vous avez une question. La coagulation, elle met en jeu des acteurs tels que les phospholipides, le calcium système contact. Bon, voilà, oui. Les facteurs de la coag sont majoritairement synthétisés par le foie. Alors, oui, majoritairement, ils sont synthétisés par le foie. En fonction des sources, ça va un petit peu dépendre. On va vous dire qu'ils sont tous synthétisés par le foie, sauf le 8. Ça dépend, en fait. Il y a des tableaux récapitulatifs où vous allez voir qu'il y en a où on ne sait pas trop. Il y en a qui vont vous dire, pour certains, c'est majoritairement l'intestin. Retenez que, de manière générale, ils sont tous, enfin, majoritairement synthétisés par le foie. Je ne pense pas qu'on va venir vous embêter, même en QCM, sur lequel a une synthèse ici ou là. Enfin, si on le fait, c'est vraiment salaud. Mais voilà. Tous les déficits en facteurs, bon, déjà, quand on commence par tous ou jamais, vous savez que ça pue. Hein. Donc, tous les facteurs de la coag sont responsables de signes hémorragiques, c'est évidemment faux. Ceux qui saignent, entre guillemets, c'est le 2, donc ça va être des gingivorragies surtout. Enfin, ils ne soignent pas vraiment, mais ils saignent un petit peu. Le 7 et le 10, ils ont une expression clinique qui est très très variable en fonction des patients. Et évidemment, il y a le 8 et le 9, donc ça, c'est les hémophilies. Vous vous doutez bien qu'ils en font partie. L'endothélium vasculaire est prothrombogène. Ça, il faut faire attention, c'est le sous-endothélium. Donc, vous savez, il y a un endothélium et en dessous, il y a le sous-endothélium. C'est bien évidemment le sous-endothélium qui est prothrombogène, parce que sinon, en fait, on serait juste un caillot. Hein, enfin, voilà, on serait juste un agglomérat de plaquettes et c'est tout. Donc, en fait, il faut que le sous-endothélium soit exposé pour qu'il y ait une brèche pour que ça active toutes les cascades. Parce que sinon, bien évidemment, ça ne s'active pas, et heureusement. Le système contact, il est constitué de phospholipides. C'est une faute, il faut que je corrige ça. C'est du facteur 12, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Du facteur 12 de la précalicréine et du kininogène de haut point moléculaire. C'est vrai. Et le principal activateur de la coagulation est le système contact. C'est faux. C'est le facteur tissulaire. Le système contact, il active la voie endogène. Le facteur tissulaire, majoritairement la voie exogène. La voie exogène qui est la plus rapide des deux. Je ne sais pas si vous avez un ordre de grandeur en tête. Moi, ce que j'avais appris, c'était voie endogène environ 30 secondes, voie exogène environ 12. Bon, voilà, c'est des ordres de grandeur, hein, on s'en fout un petit peu, mais c'est pour vous donner une petite idée. Donc, rappel de physiopathe de l'hémostase. C'est vraiment succinct parce que ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement prépondérant dans le concours, mais il faut quand même en avoir une idée relativement claire au cas où ça tombe. Donc, l'hémostase, c'est l'ensemble des mécanismes qui assurent la prévention des saignements spontanés et l'arrêt des saignements. En gros, ça va être la formation du clou plaquettaire, tout simplement. Je peux répéter les durées? Oui, bien sûr. La voie endogène, moi, j'avais une trentaine de secondes, et la voie exogène, 12. 12, 15. C'est pas de rien. Voilà, donc elle est évidemment prépondérante avec les petits vaisseaux, mais ça paraît logique, parce que voilà. Et met en jeu plusieurs acteurs, oui, bon, les plaquettes, le fibrinogène, etc. Bon. L'hémostase primaire, je pense qu'on ne va pas trop venir vous chercher dessus en termes de physiopathe, parce que en fait, soit c'est très simple, soit ça devient relativement complexe très vite. J'ai trouvé ce schéma que je trouve il est plutôt pas mal fait. Vous aurez bien sûr le diapo et la correction à la fin. La correction, elle est là. Hein, si jamais vous voulez avoir des trucs qui sont vraiment détaillés pour les cas après, quand je vous dis des trucs à l'oral, si vous voulez voir écrit tout de suite. Mais du coup, ouais, je trouve que celui-là, il est relativement bien fait. Donc, du coup, on va reprendre vraiment succinctement l'hémostase primaire, en tout cas, moi, de ce que j'avais appris et de ce qui me semble nécessaire pour le concours. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une brèche. Et donc, dans un premier temps, il va y avoir une adhésion. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va y avoir donc du coup le sous-endothélium qui va être exposé, et il va y avoir des glycoprotéines qui vont être exposées également, notamment la GP1B. La GP1B, elle va attirer le Willebrand. Le Willebrand va se fixer dessus. Donc là, on est là. Donc ça met aussi en jeu du collagène, etc. Bon, ça, c'est plus ou moins enfin, les cofacteurs, on va dire, il faut avoir une idée, mais si vous ne les connaissez pas par cœur, je ne pense pas que ce soit dramatique, mais gardez-les en tête. Enfin, apprenez-les quand vous êtes vraiment à l'aise. Donc le Willebrand, il va venir se fixer
au niveau de la plaquette sur la GP1P. Et là, il va se passer un truc. C'est qu'il y a une autre molécule, vous devez la connaître celle-là, une glycoprotéine si on est précis, c'est la GP2P3A. Celle-ci, normalement, elle est sous forme inactive. Parce que c'est elle qui va en gros fixer qui va faire l'agrégation plaquettaire. La fixation du Willebrand sur la GP1B, elle va faire un changement conformationnel qui va libérer la GP2P3A. Et là, du coup, on va pouvoir avoir une fixation du fibrinogène entre les plaquettes, c'est-à-dire que les fibrinogènes vont faire une liaison entre les plaquettes. Et donc ça, c'est l'agrégation plaquettaire. Et au niveau de la brèche, du coup, on aura formé notre clou plaquettaire. Est-ce que c'est... Enfin, moi, je pense que déjà, si on a ça en tête qui est clair, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est clair pour vous? Ou est-ce que vous avez des questions? Si c'est clair pour vous, c'est bien. Nickel. Donc, ça, pourquoi je l'ai mis là? Bon, ouais, ça, c'est un petit schéma récapitulatif. Je sais pas, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Moi, je le mettrais plutôt à la fin, en fait, au final, parce que ça, il récapitule un peu tout. Donc, du coup, QCM numéro 2, bah, pareil, je vais vous laisser une petite minute, et ensuite, on débrief ensemble. Voilà, du coup, ça fait une minute. Alors, correction. Donc, la fibrine soluble perd ses peptides pour se transformer en fibrinogène insoluble. C'est faux puisque c'est l'inverse. Si vous avez des problèmes pour ça, pour vous en rappeler, fibrinogène, c'est géniteur, si vous voulez. Donc, c'est avant la fibrine. Le facteur 13A permet de stabiliser le caillot de fibrine. Bon, bah, ça, c'est vrai. Il y a un schéma ensuite. Les inhibiteurs de la coag sont vitamine K dépendants. Bon, c'est la protéine C, la protéine S. Et d'une certaine façon la thrombomoduline, mais qui est nécessaire du coup à l'activation de la PC, protéine C. La thrombomoduline, pardon, qui inhibe le facteur 2A, celui du facteur 5 pour être actif, c'est l'inverse. L'activateur principal de la fibrinolyse, c'est le PAIAI, c'est faux, c'est le TPA. Et après, les deux autres étaient vrais. L'urokinase est un activateur de la fibrinolyse et les dimères sur les produits de dégradation de la fibrine. Ça, c'est vrai. Ça, j'imagine qu'ils vous ont peut-être un peu plus posé de problèmes ceux-là. En même temps, c'est pas quelque chose qu'on revoit souvent, hein, que ce soit la physiopathe, enfin voilà. Donc ceux-là, je vous les ai mis plus pour que si à un moment donné vous êtes à l'aise, que vous vous dites ah tiens j'aimerais bien, si jamais ça tombe en QCM, être vraiment calé sur le sujet. Bon voilà, vous avez des 2-3 petits trucs ici et là du coup, je vous ai mis un mini récap. Donc la fibrinolyse, c'est comme son nom l'indique, la lyse de la fibrine, du caillot de fibrine. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la fibrine, elle est dégradée par la plasmine qui découle du plasminogène, qui se transforme du plasminogène en plasmine sous l'action du TPA. L'activation, elle peut se faire soit par le TPA, soit par l'urokinase. C'est ce que je vous mettais tout à l'heure dans le QCM, sachant quand même que la voie majoritaire, c'est le TPA. Elle est du coup inhibée par deux autres molécules, qui est écrit ici, le PAIAI et l'alpha-2 antiplasmide. Bon, je pense que c'est largement nécessaire de savoir ça en termes de physiologie. Si on vous demande plus, soyons honnêtes, personne ne saura. Voilà, donc si vous avez ça en tête, déjà, je pense que c'est très bien. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on peut passer du coup au cas numéro 1? On va passer au cas numéro 1. Alors, est-ce que sur le cas, il vous a posé des problèmes? Est-ce que vous avez des questions déjà tout court? Au pire, vous me les poserez au fur et à mesure. Voilà. Donc, on va le lire ensemble, on va l'attaquer ensemble. Donc, le petit W.
est amené aux urgences par je vous ai mis en rouge vraiment les trucs où, quand vous lisez le cas, enfin, du coup, je vais me permettre de faire un petit point méthodo avant. Je ne sais pas si vous êtes chaud en termes de méthodo, je ne sais pas si la rédaction des cas, vous avez attaqué. Si vous ne l'avez pas attaqué, vous devriez, parce que c'est vraiment essentiel d'être à l'aise sur la rédaction des cas cliniques. J'imagine que tous les tuteurs vous le disent. Moi, par exemple, le concours, je l'ai passé 2 fois. Je sais que primant, j'aurais pu avoir un bien meilleur classement en étant entraîné. Je m'étais très peu entraîné à la rédaction des cas. Et ben, même si on sait les choses, avec le stress, la fatigue et tout ce que vous voulez, quand vous êtes face à votre copie, vous ne savez plus rien, vous ne savez plus l'écrire. Donc vraiment, prenez des livres de cas et faites les cas, rédigez-les. C'est chiant, mais faites-le. Genre, je vous jure, ça change la vie. Donc là, en rouge, c'est les informations qui doivent vous sauter aux yeux et limite vous faire dire « Ok, j'ai même pas le besoin de lire le reste, je sais ce que c'est le diagnostic ». Là, on a un petit garçon. Donc, il est admis aux urgences par ses parents. Il a des bleus qui sont apparus depuis peu sur les jambes et les coudes. L'enfant est âgé d'1 an. Bon, j'ai quand même précisé qu'ils sont accusés d'une maltraitance. C'est un petit peu, enfin bon, c'est logique, mais bon, voilà, je vous le mets. En termes d'antécédents médicaux, rien n'est relevé chez l'enfant, d'un point de vue familial, une maladie du sang, voilà. Le grand-père maternel. Bon, franchement, vous avez maladie qui se transmet, grand-père maternel. Déjà, ça signe quelque chose, c'est que c'est lié à l'X. Dans les pathologies de la coag et de l'hémostase liées à X, chez un garçon, un petit machin, vous n'avez pas grand-chose qui reste. Hein. Normalement, là, juste avec ça, vous savez déjà exactement ce qui se passe. Donc, on a un bilan bio. Qu'est-ce que voilà. Le bilan bio. Donc, sur le bilan bio, tout va bien, sauf il y a un allongement isolé du TCA. Alors, là, vous n'avez aucun problème avec le diagnostic, on est d'accord que c'est une hémophilie. Oui, voilà, exactement, c'est une hémophilie. Pourquoi j'ai mis jambes et coudes ce qui est intéressant, c'est 1 an, en fait, c'est l'âge à laquelle ils commencent à marcher, ils tombent, et ben, forcément, c'est là où ils se font mal, hein, tout simplement. Donc, c'est là où ils vont apparaître les bleus. Mais bon, ça peut être n'importe où. Hein. C'est juste que, voilà. Donc là, vous allez avoir un isolement allongé du TCA. Normalement, sur de l'hémophilie, c'est à peu près tout ce que vous allez avoir, en dehors, évidemment, d'un déficit en facteur. Mais là, du coup, ce n'est pas dosé. Donc, question 1, qu'est-ce qui saute aux yeux? Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est un petit garçon, maladie transmissible, hérédité liée à l'X, grand-père maternel, c'est sûr que c'est lié à l'X. Le fait qu'on le découvre très jeune dans la vie, c'est un caractère congénital, c'est en opposition au caractère acquis. Donc bon, chez un enfant de 1 an, c'est assez logique, mais sur d'autres pathologies, comme je sais pas, par exemple les déficits de l'immunité, l'âge, voilà, là c'est évident, mais l'âge peut parfois vous orienter vraiment sur une pathologie ou une autre, notamment dans les déficits de l'immunité, où le caractère congénital ou acquis fait une grosse différence. Donc ça, même si ça peut paraître un peu débile sur certains cas, genre celui-là, des fois ça peut être important. Au niveau de la clinique, bon ben, c'est hématome et arthrose, ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Et biologie, ben, pareil. Il n'y a rien d'exceptionnel, tout est normal, sauf une augmentation isolée du TCA. Bon, là, du coup, vous avez donc un cas comme ça, et on vous dit quels sont les examens complémentaires que vous feriez. D'après vous, qu'est-ce que vous feriez en examen complémentaire là? On doit déjà parler d'hémarthrose, même s'il n'a que des bleus. Non, là, en l'occurrence, en fait, si tu veux, comment dire, tu ne sais pas ce qui est coté. Donc là, tu peux très bien dire, tu vas avoir des manifestations hémorragiques. Et tu peux donner des exemples de manifestations hémorragiques, parce que c'est pas parce que l'enfant en question, il n'a pas d'hémarthrose et qu'il a que des hématomes, que dans le bilan clinique, manifestation hémorragique profonde, 2 points hémarthrose hématome, à tout moment, hémarthrose hématome, les deux peuvent être cotés, tu vois. Alors, en fait, c'est toujours pareil. La difficulté des cas cliniques, c'est qu'il faut en dire le maximum sans en dire trop. Parce que raconter sa vie, ben, tu vas perdre trop de temps. Par contre, si tu n'en dis pas assez, tu vas perdre des points bêtement. Écrire hémarthrose, ça ne va pas te faire -2. Hein. Au pire, il n'y avait pas d'hémarthrose, c'est pas grave. Moi, je te conseillerais de mettre, quand tu parles de la clinique, même si la clinique en question, elle n'est pas expliquée dans le cas, mais qu'elle est relative à la patho, cale le mot-clé quelque part. On ne sait jamais, tant ce ne sera pas coté, mais si ça l'est, bah, tu seras bien content de l'avoir mis. Voilà. Alors du coup, j'ai vu des tests du mélange, du Rossner, oui. Voilà, alors c'est exactement ça. Alors là, du coup, je vous ai mis une cascade de la coag. Ah oui, c'est bon, c'est pas un problème. Donc,
Hypothèse, donc on a une hémophilie héréditaire, tout ça on en a parlé. Donc, déjà le diagnostic différentiel, un Willebrand, mais ça paraît quand même très peu probable. Donc les examens de certitude, donc c'est évidemment les dosages de facteurs de la coagulation. L'indice de Rossner il peut orienter, mais du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est que j'ai vu passer au milieu un test du mélange. Oui, il faut faire un test du mélange, parce que du coup, devant une augmentation isolée du TCA, il faut penser à quoi, d'après vous, en premier lieu? Dans un cas standard, je ne vous parle pas de celui-là, parce que voilà, mais si je vous dis juste, vous avez un cas clinique, vous avez un patient qui a un allongement isolé du TCA. Alors, tout ça, c'est pas faux. Oui, alors, en fait, tout ça, c'est pas faux. Mais voilà, c'est un anticoagulant circulant. Par exemple, le patient, il est sous héparine. Eh ben, vous n'allez pas lui diagnostiquer une hémophilie, par exemple. C'est con à dire, mais voilà, exactement, les héparines. Il faut en premier lieu éliminer une cause iatrogène. Parce qu'en fait, ça arrive, hein, tout simplement. Bon, et une cause de l'automate, mais bon, ça, juste laisser tomber, ce ne sera jamais coté. Mais oui, voilà, donc il faut éliminer ça. Donc, du coup, on fait un test du mélange. Oui, voilà, exactement. On fait un test du mélange. Mais du coup, vous pouvez le préciser. Moi, je pense que ça peut valoir le coup d'être précisé. Ensuite, vous allez faire un indice de Rossner. L'indice de Rossner, est-ce que vous avez une idée de comment il fonctionne? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il représente? D'accord. Alors, en fait, l'indice de Rossner, c'est. Alors, je ne vous ai pas mis la formule, je vous la mettrai dans le diapo, je ne vais pas oublier. Je vais me l'écrire parce que sinon je vais oublier. Mais en fait, l'indice de Rossner, c'est TCA du mélange, donc patient sain. Donc, vous faites TCA du mélange moins TCA du témoin sur TCA. Pardon, je vais le refaire. TCA du mélange moins le TCA du malade sur le TCA du témoin. En fait, l'idée, ça va être de faire un rapport de proportionnalité de correction, en fait. Et ce qu'il y a, c'est que si la correction, elle est très importante, vous allez avoir un rapport qui est très très bas, on dit inférieur à 12. Donc là, du coup, ça veut dire que ça va plutôt s'orienter vers un déficit en facteur. Par contre, si vous avez un rapport qui est très haut, ça veut dire qu'il y a une très mauvaise correction. Et ça veut dire que du coup, vous allez avoir des anticorps dirigés contre quelque chose. Mais bon, ça après. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, oui, non. Non, pardon. Oui, non, oui, non. Excusez-moi. Non, oui, c'est une erreur. Oui, c'est ça. Merci. C'est mieux écrit qu'à l'oral. Merci, Cécile. Donc, voilà, c'est ça la formule. Donc, je récapitule. Si c'est inférieur à 12, c'est que vous avez un déficit en facteur. Si c'est supérieur à 15%, ça veut dire que ça va être plutôt orienté vers des anticorps dirigés contre un facteur. Et entre les deux, c'est une zone grise. Bon, là, ça devient trop compliqué pour nous. De toute façon, ça ne tombera pas si c'est comme ça. Donc, faites votre indice de Rossner. L'indice de Rossner, il ne va absolument pas vous donner un diagnostic de certitude. Par contre, il va vous orienter. Et donc, du coup, une fois que vous avez fini votre orientation, alors en pratique, quand même, nota bene, hein, j'ai une amie qui est en hématologie, l'indice de Rossner ne se calcule absolument plus. Mais bref, on est à Rungis, il faut en parler. Mais donc, du coup, ça oriente. Et donc, après, on va faire un dosage des facteurs de la coagulation, tout simplement. Et là, du coup, vous allez avoir votre diagnostic de certitude. Est-ce que vous avez une idée des différentes méthodes par lesquelles on peut faire un dosage des facteurs de la coag? Oui, c'est ça. C'est soit chronométrique, mais ça, c'est un petit peu old school, on va dire. Soit de l'ELISA. En fait, aujourd'hui, c'est de l'ELISA. Hein. À peu près tous les dosages, aujourd'hui, c'est de l'ELISA. On ne va pas se mentir. Donc, ce sont des méthodes qui sont sensibles, qui se font sur sang périphérique, bien sûr. Donc, du coup, on a ces deux possibilités-là. Donc, ça va avoir deux importances. La première, ça va être de préciser le diagnostic, bien évidemment. C'est-à-dire qu'avec ça, du coup, on va savoir. Mais de l'autre, ça va être aussi l'intérêt de préciser la sévérité de l'atteinte. Parce que vous savez, il y a différents degrés d'hémophilie.
Donc, du coup, voilà. En termes de valeurs normales, normalement, vous n'êtes pas censé les connaître, mais elles ne sont pas bien compliquées. Je vous les ai écrites ici. Attendez, voilà. Je vous les ai écrites dans la correction. Pour le facteur A, c'est 50-150%. Pour le facteur B, c'est 70-120. Bon, je pense qu'on ne vous embêtera pas avec ça, mais imaginons, il y a un cas d'hémophilie, il n'y a pas les valeurs normales qui sont écrites, mais vous voyez un truc à 5%, bon, bah, il est évident que c'est un déficit, quoi. Voilà. Donc, du coup, tant qu'on y est, je vais retourner sur ce que j'ai complètement oublié de vous faire tout à l'heure. Je vais vous faire un petit rappel des examens. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais, absence, tac, comme ça, je vous en ai parlé. Le TCA et le TP, vous savez que c'est les deux examens de l'hémostase. Est-ce que c'est clair pour vous, ça ou pas? Ou est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit quand même relativement clair pour vous. Donc déjà, est-ce que vous savez pourquoi ça se fait sur tube citraté les deux? Pourquoi pas le TT? Qu'est-ce que tu en sais quoi, TT? Non, ça va. Bon, bah, ça va, ça va. Donc du coup, ça se fait sur tube citraté parce que c'est un chélateur qui est réversible. C'est un chélateur du calcium qui est réversible. Le DTA est irréversible. Et comme vous savez, on a besoin de calcium pour pouvoir relancer les différentes voies de la coagulation. Si vous avez un inhibiteur qui est irréversible, vous n'allez pas pouvoir le relancer. Donc, c'est pour ça qu'on le fait sur tube citraté. C'est réversible. Donc, le TCA, c'est le temps de céphaline ou anciennement de kaolin. Il explore la voie endogène. Donc, du coup, on va avoir du plasma déplaquetté, du calcium, la céphaline, l'activateur du système contact. Donc, du coup, ça va induire ça. On va voir le temps que ça met à déclencher la voie de la coagulation. Et là, du coup, ça, c'est les valeurs normales qui sont attendues. 0,8, 1, 2. Ça, normalement, vous devez les connaître. Et du coup, si vous avez un rapport TCA malade sur TCA témoin qui est très élevé, ça, du coup, ça vous induit vers un déficit de la voie endogène. Il est là. Et du coup, le TP, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose pour le citrate, parce qu'il ne faut pas que ce soit irréversible, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir le réactiver, etc. Vous savez que du coup, le TP, il s'exprime de deux façons différentes. Soit en seconde, et c'est le temps de coup, c'est le TP. Soit en TQ, c'est le temps de quick. Et là, du coup, c'est en pourcentage. Bon, ça, on fait ça en France. Le reste du monde, il ne fait pas forcément ça. Hein, mais du coup, ça, c'est un petit peu notre spécialité. Et donc là, c'est pareil, c'est 0,713. Est-ce que vous avez des questions sur le TP et le TCA ou est-ce que c'est clair pour vous? Parce que ça, pour le coup, c'est quand même des examens standards. Il faut que ce soit clair comment ils sont réalisés et leur utilité. C'est OK, ça va, OK. Très bien. Du coup, dernière, les valeurs normales, on peut les donner en pourcentage, on les donne pour le TQ. Ben, moi, ce que je te dirais, c'est de les donner dans l'unité de l'énoncé. C'est-à-dire que, bon, ben, alors si tu n'as pas d'énoncé, tu les donnes dans ce que tu veux. C'est sous-entendu que si on ne te demande rien, tu peux dire ce que tu veux tant que c'est juste. Par contre, si on te l'exprime en pourcentage, tu le donnes en pourcentage. Et si on te le donne en seconde dans l'énoncé, tu le donnes en seconde. Après, libre à toi de mettre les deux. Hein. Oui, aussi, oui. Oui, pour le calcium, oui, aussi. Et du coup, le dernier truc que vous pouvez faire pour l'examen de certitude, mais ça, c'est jamais réalisé en routine, ça va être toute l'analyse génétique. Mais ça, l'analyse génétique, vous savez que ça va plutôt être, ça va être pour le conseil génétique pour les parents, etc. Mais placez-le quand même, on ne sait jamais, ça peut valoir des points. C'est à la fois, ça confirme le diagnostic à 100%, et bah, voilà, c'est utile pour les parents. Le dernier truc qu'on peut faire, mais ça n'a pas de valeur vraiment diagnostique, ça va plus être un diagnostic différentiel si besoin, c'est deux choses. C'est le dosage du facteur Willebrand, parce que vous savez que vous pouvez avoir des Willebrand où le 8 il est diminué, donc ça on le verra dans le cas numéro 2,
Mais enfin, on n'aura quand même pas forcément la même manifestation clinique. Donc, c'est plus pour s'assurer que ce n'est pas ça. Et l'autre truc que j'ai vu, je l'avais vu passer tout à l'heure dans les réponses, ben voilà, c'est le groupage sanguin, parce qu'il y a un taux qui est naturellement plus bas de facteur 8. Donc, voilà. Mais ça, c'est pareil. Ça va vraiment être de la précision de diagnostic. C'est-à-dire que si vous avez ça, mais pas le reste, vous n'allez pas pouvoir conclure à une hémophilie. Ça vous oriente dans le fait que si le patient n'est pas groupe O, bon, ben, c'est vraiment dû au fait qu'il y a un problème. Mais c'est pas. Voilà. Donc, du coup, oui, Léo, tu as raison, le groupage sanguin, oui, aussi. Mais ça, moi, ma façon de rédiger mes cas, c'était vraiment, je mettais en premier tout ce qui était le dépistage et l'orientation très forte. Donc là, en l'occurrence, ça va être test du mélange, indice de Rossner. Donc, c'est-à-dire qu'on s'oriente. Ensuite, je mettais ce qui vraiment me confirme mon diagnostic. Donc là, en l'occurrence, c'est le dosage des facteurs. Et après, en dernier, je mettais les autres trucs qui pouvaient orienter, préciser, etc. Après, ça, c'est chacun sa méthode. Moi, c'était pour pas manquer de temps. Mais... Donc, ensuite, question de traitement. L'hémophilie, ce n'est pas une pathologie très compliquée, hein. C'est une maladie qui est incurable, même s'il y a des thérapies géniques qui sont à l'étude, mais ça, vous pouvez le placer vite fait, je ne suis pas certain que ce soit coté. Donc, quand vous avez des questions comme ça, n'oubliez pas de préciser que ce sont des maladies incurables avec des traitements à vie, parce que ça peut potentiellement coter. Et aussi, avant de balancer juste facteur 8, facteur 9, n'oubliez pas que c'est traitement substitutif avec l'objectif de corriger la carence en facteurs, de récupérer un taux acceptable, etc. Mettez aussi, avant de balancer le traitement, les objectifs du traitement, le type de traitement. Donc, en l'occurrence, ça c'est traitement substitutif, les objectifs, je viens de vous les donner. Et après, vous donnez le médicament. Là, en l'occurrence, ça va être... je ne sais pas si c'est nécessaire de le connaître, je ne sais pas si c'est coté de savoir qu'une 8 kg augmente de 2% le taux pour le 8 et pour le 9, c'est 1%. Moi, je l'avais appris. C'est pas très compliqué de s'en rappeler. Moi, je vous conseille de l'apprendre aussi. Enfin, voilà, si c'est codé, ça peut faire un petit peu la différence, je pense, parce que ça fait partie des informations un peu chiantes que beaucoup d'élèves vont pas apprendre. Et pourtant, c'est pas très compliqué. Donc, voilà. Le petit point en plus, c'est que dans l'hémophilie A, on peut donner de la desmopressine s'il y a je vais refaire, s'il y a des interventions chirurgicales mineures dont on a besoin. Parce que vous savez que la desmopressine, on le reverra un petit peu après dans le cas du Willebrand, mais la desmopressine, c'est l'analogue de la vasopressine qui libère du VIT et du Willebrand. Donc si on a besoin de réaugmenter rapidement le taux de 8, pas de 9, ça ne marche pas pour le 9, du coup, voilà. Essayez aussi tout le temps de caler un petit point, surtout sur les maladies comme ça, de prise en charge générale. Moi, j'appelle ça la prise en charge générale. Donc, surtout que c'est à la mode en ce moment, l'éducation thérapeutique du patient, et essayer de donner quelques petits exemples. Donc là, en l'occurrence, c'est toujours la même chose qui revient. C'est connaître les facteurs de risque de la maladie, connaître la physiopathologie, l'intérêt du traitement, aménagement de l'environnement, etc. Ça peut valoir des points. Je pense que ça peut vraiment valoir des points, surtout que le TP est quand même vachement développé en ce moment. Voilà, donc pour ça, pour toutes ces pathologies qui sont à vie, vous avez toutes les pathologies auto-immunes, toutes ces pathologies comme ça, essayez de le caler dans la prise en charge, si ce n'est pas demandé après, bien sûr, mais essayez de le caler toujours. Je pense que ça vaut des points, je pense que ça peut valoir le coup. Surtout, là, n'oubliez pas la carte. Je pense que pour le coup, dans le traitement, la carte d'hémophile, elle est importante. C'est important d'en parler pour préciser le type. Et tout ce qui est FEIBA et émicivimab. Je pense que c'est vraiment pas du tout primaire dans la prise en charge. Moi, je pense pas que ce soit coté du tout. Enfin, je pense que c'est toujours pareil. Ça va pas te faire perdre des points d'en parler. Mais ça va, je pense que. Et tu mets pas une partie de traitement de l'épisode hémorragique. Là, en l'occurrence, non. Voilà. Non, là, en l'occurrence, non, parce que c'était pas la question. Enfin, là, pour moi, c'était vraiment la prise en charge générale. Après, encore une fois, tu peux le mettre. Tu peux le mettre. Mais il faut aller à l'essentiel. Et pour moi, ce n'est pas essentiel là. En l'occurrence, là, enfin, ce n'était pas précisé comment prenez-vous en charge l'accident hémorragique du patient, c'était quelle est la prise en charge. La desmopressine, j'en reparlerai avec le cas du Willebrand, mais en fait, la desmopressine, c'est juste un analogue de la vasopressine. Ça relargue du facteur 8 et du facteur Willebrand. Voilà. Contre-indication de la voie intramusculaire, bon, ça ne coûte pas grand-chose de le dire, ça aussi, je pense que c'est important de le préciser. Et voilà.
Ok, dans l'hémophilie, c'est pas tellement utilisé. Non, en fait, c'est vraiment utilisé dans les cas où tu as un patient hémophile, que le taux de 8 il n'est pas forcément satisfaisant et que tu as besoin de l'opérer et que tu donnes ça pour libérer du 8 rapidement et un petit peu, quoi, à court terme. C'est pour minimiser le risque hémorragique en cas d'intervention. De rien. Voilà. Ensuite, la question 4, c'était un rappel physiopathe de la... Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez poser. L'acide tranexamique, c'est adjuvant aussi, non? Oui, ça, tu peux en parler, c'est vrai. Si, ça, tu peux. Oui, oui, ça, oui. Oui, 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 carrément. De rien. Du coup, je vous ai fait un petit... Enfin, je vous ai posé une question de physiopathe. Bon, il faut admettre, ce n'est pas très intéressant. La physiopathologie de l'hémophilie, il y a une anomalie génétique, il n'a pas le déficit, mais c'était pour vous caler quelque part le côté... Est-ce que c'est... Voilà, déjà, on va repasser par là. Est-ce que c'est clair pour vous la transmission des maladies qui sont liées à l'X? Oui, oui. Bon, voilà. C'est en fait, si vous avez compris comment une maladie liée à l'X se transmet, pourquoi il n'y a que les enfants garçons qui sont atteints et pourquoi les mères sont conductrices, vous avez compris la physiopathologie de l'hémophilie, hein. Je vous ai mis cette question-là plus pour que ça vous force à le revoir, mais normalement, ça fait partie quand même des bases. Je vous ai calé dans la correction détaillée les différents gènes atteints en fonction de l'hémophilie A, d'hémophilie B. À mon avis, c'est pas mal d'avoir une petite idée, mais vraiment, si vous êtes très à l'aise sur tout le reste, c'est-à-dire ne prenez pas du temps à apprendre quel gène est touché et pas l'autre. Apprenez-le plus tard quand vous êtes vraiment, vraiment à l'aise. Enfin, ça, c'était vraiment pour avoir un tout petit récap, histoire que tout dans votre tête soit le plus clair possible. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur l'hémophilie en général? Je n'ai pas précisé à l'oral, mais là, dans le cas précis, dans le cas ici, là, c'est vraiment très généraliste. C'était pour faire un gros tour de l'hémophilie. C'est une pathologie qui est simple, l'hémophilie. Donc, si elle tombe, vous ne devez pas vous louper parce que ce n'est pas extrêmement compliqué. Euh, Ce qu'il faut comprendre, savoir, c'est pas. Voilà. Par contre, il faut vraiment pas. On n'a pas parlé des forts répondeurs, etc. C'est pas la peine de s'empéguer dans ce genre de détails, vraiment. C'est. Pour moi, c'est vraiment c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber de ce genre de choses. C'est à Rungis, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à savoir, ça reste très généraliste. Il ne faut pas aller chercher des détails qui ne seront jamais cotés et trop complexes. Parce que ça ne sert à rien. Genre vraiment. On a suffisamment de choses à savoir sur plein de choses. Des détails comme ça qui ne seront pas cotés ou qui ont très peu de chances de l'être, et même s'ils le sont, ça va faire 0,5 points. C'est vraiment, pour moi, c'est du temps et de l'investissement et de l'énergie qui sont perdus. Il y a suffisamment de bases à connaître, genre vraiment. Les détails sur la supplémentation en facteurs, qu'est-ce que tu entends par là? Tu veux dire sur les posologies? D'où ça vient? D'où ça vient? Alors non. Enfin, alors oui et non. Alors ça, oui et non. Tu peux en parler si la question t'oriente vers ça. C'est-à-dire que si on te pose une question, là, comme moi j'avais posé, c'est-à-dire très standard, en mode qu'est-ce que c'est le traitement? Encore une fois, je pense que c'est du détail inutile. Par contre, c'est bien d'avoir une petite idée, les effets indésirables, petite transmission virale, développement d'anticorps. Oui, ça tu peux. Ça, tu peux. Par contre, la provenance des différents anticorps, enfin des différents facteurs, pardon, ça, il faut en avoir une idée pour les QCM. Je pense que si ça tombe, ce sera en QCM. Voilà. Mais encore une fois, oui, tu peux dire que c'est des médicaments qui sont dérivés du sang. Oui, oui, tu peux dire aussi. Oui. Après, ça, je vous ai dit, hein, mon diapo, il est généraliste. Après, il y a un peu plus de détails dans la correction. Mais oui, ça, tu peux le dire. Médicaments dérivés du sang, oui, tu peux. Et du coup, de manière générale, quand il y a une question de traitement, caler des effets indésirables, même si ce n'est pas demandé. Moi, je sais que quand je faisais mes cas cliniques, je ne sais pas comment vous les faites. Moi, je les faisais tout le temps en 2 voire 3 fois. C'est-à-dire que la première fois, si la question c'était c'est quoi le traitement, je donnais ce que c'était le traitement.
Et par contre, la deuxième fois où je passais, je rajoutais les effets indésirables. Et si j'avais le temps de repasser une troisième fois sur mon cas, je parlais par exemple de la surveillance. Tu vois. Donc, les effets indésirables, si on ne te les demande pas, oui, tu peux les mettre. Moi, je les mettais, mais pas en première fois parce qu'on ne sait jamais le temps, la longueur des cas, la difficulté des cas. C'est comme tu ne sais jamais ce qui t'attend. Si ce n'est pas demandé explicitement, moi, je te conseillerais de le mettre, oui, mais si tu as déjà fini tout le reste qui t'est déjà demandé, parce que imagine que tu prends du temps à écrire ce qui t'est pas demandé et que la dernière question du dernier cas, tu n'as pas à la faire, bah, c'est un peu con parce que ça, c'est sûr que c'était demandé la dernière question. Tu vois ce que je veux dire? Après, encore une fois, c'est chacun ses stratégies de rédaction et chacun sa stratégie de gestion des cas. Moi, c'était ça. Mais oui, mais par contre, est-ce que c'est pertinent de le mettre? Oui, c'est pertinent de le mettre. Est-ce qu'on peut passer au cas numéro 2? Alors, donc, Madame X, une jeune femme de 26 ans, se présente chez son médecin. Elle a des métrorragies. Il y a une notion d'hérédité, parce qu'il y a sa mère et sa grand-mère aussi. Des gingivorragies. Bon, là, comme ça devrait déjà pas trop vous poser de problème. En plus, on vous dit que ce n'est pas très handicapant. Elle veut juste savoir d'où ça vient. Bon, quand vous avez un tableau comme ça, il n'y a pas grand-chose qui peut être, là, à part un Willebrand, il n'y a pas grand-chose. Vous avez une formule qui est entièrement normale, donc il n'y a pas le TP et le TCA, j'ai fait exprès, mais là, donc du coup, vous avez tout qui est normal. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici que le facteur 8 est normal aussi. Ça va vous orienter ensuite vers le traitement, enfin vers le sous-type de Willebrand qu'a la patiente. Donc, la maladie de Willebrand, elle est héréditaire. Elle peut avoir 3 sous-types. Elle peut avoir une atteinte qui est qualitative ou quantitative du facteur de von Willebrand. Et du coup, on va avoir des troubles de l'hémostase primaire. J'insiste un peu sur le terme d'hémostase primaire. C'est un peu bête, mais dans le rush, etc., on peut rapidement écrire coagulation à la place. Faites attention. Hein. L'hémophilie, c'est la coag. Le Willebrand, c'est l'hémostase primaire. Voilà, faites juste gaffe à ça parce que des fois, on se plante sur des trucs un peu bêtes comme ça. Donc, épidémie aux femmes jeunes, moi, ça n'avait pas vraiment d'importance. Là, du coup, on en revient à ce que je disais, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec la question des hémarthroses. On vous dit, par la patiente, elle a des métrorragies, des gingivorragies. Donc ça, il faut l'écrire dans le cas, dans l'argumentaire clinique. Mais c'est surtout le tableau de saignement cutanéo-muqueux qui va être important de mettre. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire parce que ce n'est pas forcément instinctif. Mais il faut penser à chaque fois qu'on a une clinique, une biologie, etc., à bien la traduire par son équivalent de termes scientifiques. Donc là, en l'occurrence, métrorragie et gingivorragie, oui, mais il faut préciser que c'est un tableau de saignement cutanéo-muqueux. Si vous avez dyspnée, machin, dyspnée, pâleur, etc., il faut bien écrire que c'est un syndrome anémique, etc., etc. Donc ça, c'est pas très compliqué, vous le savez, mais c'est quelque chose qu'on oublie souvent de faire. Donc n'oubliez pas, la biologie, tout allait bien. Donc, question 2. Qu'est-ce que vous... Bah, allez, on va faire comme ça. C'est pas un syndrome hémorragique? Non, là, non. Un syndrome hémorragique, c'est pas ça. Un syndrome hémorragique, c'est quand tu vas avoir vraiment des hémorragies multiviscérales internes, on va dire. Mais là, c'est pas un syndrome hémorragique, ça va être des saignements cutanéo-muqueux. Ou alors un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux à la limite. Mais syndrome hémorragique, ça a vraiment une notion de saignement profond. De rien. Du coup, question 2. Quels examens supplémentaires vous semblent nécessaires pour affirmer l'hypothèse? Quels sont les résultats attendus? Citer les diagnostics différentiels. Là, franchement, les diagnostics différentiels, c'est obligatoire, oui et non. Là, en l'occurrence, si on n'a pas beaucoup, je sais pas, à la limite, un déficit très léger en facteur 2, en facteur 7, peut-être. Mais là, je ne pense pas que le diagnostic des diagnostics différentiels soit très pertinent. Si tu en as, mets-en, mais je ne pense pas que sur un Willebrand comme ça, ce soit coté. Surtout que dans l'énoncé, il n'y a rien qui t'oriente vers autre chose. Est-ce que dans la question 1, on peut expliquer la physiopathe de la maladie de Willebrand? Oui, bien sûr. Oui, oui, tu peux. Alors, la physiopathe, encore une fois, alors ça, c'est bien de toujours expliquer un petit peu la physiopathologie de la maladie que vous avez sous les yeux. C'est très bien de le faire.
Mais déjà, première chose, lisez vos cas en entier et regardez quand même quand vous ne voulez pas demander plus tard, parce que ça arrive, et c'est un peu con d'écrire 2 fois la même chose. Et surtout, ne partez pas non plus dans des trop gros détails, quoi. Ce que je vous avais écrit là, je pense que ça suffit. Bon, peut-être un petit peu plus détaillé, mais l'idée que c'est une maladie héréditaire qui se traduit par une atteinte du facteur de von Willebrand qualitative ou quantitative et qui conduit à des troubles de l'hémostase primaire. Je pense qu'en termes de physiopathe, dans une question où on ne te le demande pas, en fait, c'est plutôt une définition que de la physiopathologie qu'on conseille de donner après l'hypothèse. Donc, il faut rester quand même relativement généraliste parce que sinon, tu vas donner trop de choses qui ne sont pas nécessaires de donner, je pense. La transmission, ouais, tu peux le donner. Je t'avoue que là, vu que j'avais posé une question sur les différents sous-types de la maladie, c'est là où j'en ai parlé, de la transmission. Mais tu peux. Le seul truc, c'est que là, la transmission, vu que tu ne sais pas quel type la patiente elle a encore, tu ne peux pas trop dire si c'est récessif ou dominant. Mais oui, tu peux dire que les deux existent, majoritairement dominants, des fois récessifs. Donc, tu peux. Alors, du coup, qu'est-ce que vous m'avez donné comme réponse? Alors, du coup, visage vibrant, oui, TP, hein. Oui, donc évidemment, tout ça, c'est oui. Alors, on est là. Donc, encore une fois, moi, je vous dis, je fais mes choses, enfin, je faisais mon cas clinique dans cet ordre-là. Le dépistage, le diagnostic de certitude, et après, je ne vous l'ai même pas écrit, mais je vous l'ai mis. Après, il y a une transition verticale de la clinique, donc c'est forcément dominant. Ouais, mais bah non, pas forcément. Parce qu'en fait, là, tu n'as pas du tout la généalogie de la patiente. Tu ne peux pas conclure à ça comme ça. Si elle est issue de parents récessifs, ça ferait la même chose. Du coup, moi, je vous ai dit, dans un premier temps, je faisais mon dépistage, dans un deuxième temps, je faisais ma certitude, et dans mon troisième temps, je faisais mes examens complémentaires. Je ne les ai pas mis sur le diapo, je les ai mis sur la correction détaillée pour les examens complémentaires, ce qui est RIPA-test et tout. Mais donc, le dépistage, en premier, on fait encore le TS. Non, on ne le fait plus du tout en pratique, sauf qu'il y a un paquet de trucs qu'on ne fait pas du tout en pratique ou plus en pratique et qui est quand même coté à Rungis. Il faut le mettre. Voilà. Alors, pas forcément s'étendre dessus, mais mets-le. Les tests historiques sont parfois plus cotés que des tests qui sont plus actuels parce qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose qu'on a tendance à facilement oublier quand on est en plein dans les révisions, mais c'est que Rungis, ça teste nos connaissances de base et nos connaissances généralistes sur certaines pathologies. Donc, comme le test de saignement, le temps de saignement, pardon, c'était quand même quelque chose d'important à un moment donné, il faut en parler. Tous les tests qui sont historiques et qui ont été importants à un moment donné, moi, je les ai tous appris. Ah bah alors, le PFA 100, justement, il y a une question derrière où je vous l'explique. Donc, un petit peu après. Donc, du coup, temps de saignement. Donc, ça, vous le savez, là, moi, ce que je vous conseillerais de mettre, c'est qu'il y a deux techniques possibles. C'est l'IV 3 points ou l'IV incision. Ça explore l'hémostase primaire. On attend un résultat qui est attendu. Vous pouvez caler n'est plus recommandé. Moi, je le mettais quand c'était des cas quand c'était des tests qui étaient un petit peu anciens comme ça, qu'on ne faisait plus. Je les écrivais quand même, je disais n'est plus recommandé, n'est plus fait en routine, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit côté ceci dit, je vous dis ça. Ensuite, on a le PFA 100, c'est le temps d'occlusion plaquettaire. Donc ça, du coup, pareil, explore l'hémostase primaire, résultat attendu, allongé. Je reviendrai du coup sur ce que c'est que le PFA 100 plus tard. Enfin, plus tard, dans 10 minutes, quoi. Ensuite, évidemment, TCA et TP parce qu'ils n'étaient pas dosés avant. Donc ça, bon, ben, c'est pour, à la limite, un diagnostic différentiel, confirmer s'il y a un déficit en facteur 8 associé au facteur Willebrand qu'il y a, il peut y avoir quand même un allongement du TCA dans les formes très sévères. Donc ça peut aussi vous permettre de faire une orientation diagnostique. Et du coup, là aussi, une détermination du groupe sanguin, parce que chez le groupe O, il y a une diminution physiologique. Elle est d'environ 25%. Est-ce que c'est clair? Les tests de dépistage, je pense que c'est bien d'en parler, c'est toujours bien de les nommer. Toujours dire ce que c'est le test, toujours dire les résultats attendus. Ça, quel que soit le test, c'est standard. Mais ne vous étendez pas trop sur les tests de dépistage. Je pense que les nommer, donner le résultat attendu, ça suffit. Est-ce que c'est clair pour vous, le dépistage? C'est des tests assez standards. OK. Et donc ensuite, une fois que vous avez fait votre dépistage, vous avez votre diagnostic de certitude. Et alors ça, du coup, c'est pas très compliqué. Il y a 3 points.
Le plus simple, c'est le dosage du facteur 8. Parce que du coup, il va être nécessaire pour orienter le sous-type. Bon, ça, il faut toujours le faire. Et surtout, il y a deux grands examens qu'on fait pour le Willebrand, et je les ai vus, hein, vous les aviez tous. Ça va être l'étude quantitative avec le Willebrand antigène et le cofacteur à l'aristocétine pour l'étude fonctionnelle. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Pourquoi on fait les deux? Et comment est-ce qu'on fait les deux? Et est-ce que vous attendez avoir comme résultat en fonction du type? Est-ce que tu peux faire un rappel? Oui, bien sûr. Donc, celui-là, l'antigène, c'est le plus simple, je trouve. C'est une étude quantitative. Donc, c'est vraiment, en fait, ça va juste être un dosage. C'est du dosage qu'on va faire par ELISA, chimiluminescence, etc. Donc, tu fais un dosage de ton facteur. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu as un type 1, d'après toi, ça va être comment ton Willebrand antigène? Diminué, voilà, exactement. Si tu as un type 3, c'est pareil, il va être à 0, ou à 1%, enfin, il va être effondré. Si tu as un type 2, par contre, il va être normal. Et celui où il va y avoir une anomalie, c'est celui-là. Donc ça, c'est une étude qui est fonctionnelle. Donc ça te permet du coup de diagnostiquer ton type 2. En fait, l'idée, c'est que l'aristocétine, est-ce que vous savez, c'est un antibio, l'aristocétine, et en fait, elle va activer le sous-endothélium. Donc en fait, ce qu'il fait, en fait, elle va, de manière factice, elle va activer l'hémostase primaire, si vous voulez. Et donc en fait, ce qu'il y a, c'est que si c'est un problème qui est qualitatif, on ne va pas avoir d'hémostase primaire fonctionnelle. Et donc ça, du coup, ça va mettre en évidence le fait que en parallèle d'un quantitatif qui est normal, mais d'un qualitatif qui est anormal, ça veut dire que du coup, vous avez bien un relargage du facteur de Willebrand parce qu'il est dosé, donc il est là. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème qui est quantitatif, mais par contre, c'est un problème qui est qualitatif. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ça, je pense qu'on peut vous poser des questions dessus. Et même si on ne vous en pose pas, là, pour le coup, je pense que si vous avez un cas de Willebrand, encore une fois, oui, oui, je peux. Le Willebrand, c'est un petit peu comme l'hémophilie, c'est des pathologies. Oui, oui, les tests de classification, moi, je les mets dans les tests complémentaires, j'y viens, hein. C'est des pathologies, l'hémophilie, le Willebrand, elles ne sont pas très compliquées. Elles ne sont pas très compliquées, il n'y a pas des milliers de choses à dire dessus. Donc, c'est un petit peu, vous savez, comme les cas, par exemple, je ne sais pas moi, des cas de paludisme, c'est des cas qui sont extrêmement classiques. On peut aller vous chercher sur certaines, pas forcément des détails, mais sur ce genre de choses qui sont vraiment importantes à savoir, vraiment les trucs principaux du cas. Là, en l'occurrence, je pense que le Willebrand antigène et le Willebrand ristocétine, c'est quand même les deux examens phares de diagnostic d'un Willebrand. Essayez de caler un petit peu de comment il fonctionne le test. Et du coup, l'aristocétine, je réexplique. Donc, c'est une activité, donc c'est une étude de l'activité, une étude fonctionnelle. L'aristocétine, c'est un antibiotique, ça, à la limite, on s'en fout un peu. Ce qu'il y a, c'est qu'elle stimule le sous-endothélium. Elle va activer le sous-endothélium. Le sous-endothélium, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est lui qui a les propriétés de déclencher l'hémostase primaire, avec la fixation des plaquettes, la GP1B, etc., tout ça. En fait, l'aristocétine, elle va stimuler cette hémostase primaire en stimulant le sous-endothélium. Donc, ensuite, on va mesurer l'agrégation des plaquettes. Et si cette agrégation des plaquettes, elle est diminuée, ça veut dire que c'est un problème de ton Willebrand, parce qu'il y a tout qui a été stimulé, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est ton Willebrand qui ne marche pas. Ça, bien évidemment, tu ne peux le conclure que si tu as un test antigène qui est normal, hein, parce que si tu as juste un ristocétine qui est anormal, tu ne peux pas forcément savoir, hein. Est-ce que c'est plus clair? Ok, bon, tant mieux. Et donc, du coup,
Excuse-moi, est-ce que tu peux me redire, s'il te plaît, qu'est-ce qui est diminué chez les patients du groupe sanguin O? Le facteur de Willebrand, il a une diminution de 25% physiologiquement chez les patients groupe O. Voilà, bah de rien. Du coup, dans les tests en plus, je ne vous l'ai même pas mis sur le diapo, je vous l'ai mis dans la. Est-ce que ça sert à quelque chose d'en parler? Oui. Alors, il va y avoir le test RIPA, le test distribution des bulles ultimaires, etc., la liaison collagène. Je pense que c'est bien de les nommer, encore une fois, si vous avez le temps. Notre prof d'hémato, nous, elle nous dit toujours que si on a un Willebrand au concours, ils vont pas nous embêter. C'est une prof qui est au SNCI, donc elle a une petite idée. Elle nous dit toujours que si on a un Willebrand, ils vont pas venir nous embêter sur quel test de classification est important pour diagnostiquer le 2N du 2M, etc. Parce que, en fait, pour elle, elle dit que c'est tout simplement trop poussé et que c'est pas là-dessus qu'on va venir nous interroger. Moi, ce que j'avais fait quand même, c'est parce qu'on ne sait jamais que ça reste un concours, j'avais appris les différents tests et en gros à quoi ils servent. Mais encore une fois, je pense que ça fait partie des informations secondaires. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas à l'aise sur tout le reste, ne perdez pas de temps à apprendre ça. Par contre, si vous vous sentez à l'aise sur le Willebrand, oui, les tests de classification, c'est bien de les connaître et c'est bien de les écrire et d'avoir une petite idée de ce à quoi ils servent. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok, nickel. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup sur le diagnostic d'un Willebrand? Bon, en attendant, on passe à la question 3. Donc, question 3, les différents types de la maladie. Bon, alors ça, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est un copier-coller du Deboc, je ne vais pas vous mentir. C'est pareil. Est-ce que c'est nécessaire de le connaître par cœur? Encore une fois, en deuxième fois, enfin en deuxième, si vous êtes en complémentaire, quoi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le type 1, c'est du quantitatif partiel, que le 3, c'est du quantitatif total, et que le type 2, ça va être des anomalies qualitatives. Après, vous pouvez quand même avoir, enfin, c'est pas non plus très compliqué à apprendre. Si vous vous demandez est-ce que c'est nécessaire de l'apprendre, moi je les avais appris. S'il y avait eu un Willebrand avec une question un petit peu physiopathe, je les aurais ressortis. Je pense que c'est pas énormément d'informations. Je pense que ça vaut le coup d'avoir une idée. Après, sans partir non plus dans pourquoi, dans tous les détails de physiopathe non plus. Après, ce sera trop poussé, ce ne sera pas coté, ça c'est sûr, ce ne sera pas coté. Mais avoir une petite idée globalement. Donc, je vous l'ai mis là, pas forcément pour débattre dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à débattre dessus, mais comme ça vous fait un petit récap. Avec, du coup, que la transmission autosomique dominante, c'est du type 1 au 2M, et que la récessive, c'est le 2N et le 3. C'est pratique, c'est dans l'ordre. Donc, du coup, moi, je les avais appris comme ça. Aussi, est-ce que vous savez dans lesquels on trouve un déficit en facteur 8? Dans le 2N et le 3, oui. Et est-ce que vous savez pourquoi? Alors, du coup, ouais, alors, oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Vous savez, le Willebrand, c'est une protéine qui est de très haut poids moléculaire. Alors, elle a un poids moléculaire déjà qui est très variable, mais qui est globalement de très haut poids moléculaire. Et donc, en fait, c'est un petit peu un mélange de vos deux réponses qui est juste. C'est que, oui, le facteur de von Willebrand, il transporte le 8, mais en fait, surtout, il le protège. C'est-à-dire que, comme c'est une très grosse molécule, le 8 se tanque dans le Willebrand et du coup, il est protégé au sein de la circulation. Alors, et du coup, ben, quand il n'y a pas assez de Willebrand, il est détruit et donc il y en a une diminution de la demi-vie du 8. Voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué, mais est-ce que c'est clair du coup? Ok, nickel. Du coup, question 4. C'était du coup le PFA. Je ne sais plus qui m'avait posé la question. Du coup, on y est. C'est un test qui est très simple. Alors, je vous ai posé une question dessus
parce que moi, quand je révisais le concours, c'était un truc qui était un peu flou pour moi. Et je me suis dit, bah, si c'était flou pour moi, c'était peut-être flou pour vous. Du coup, ça avait peut-être le coup de faire un petit point rapide dessus. On va pas y passer 2 heures non plus parce que ça vaut pas le coup. Mais donc, le PFA 100, ça veut dire Platelet Function Analyzer. Bon, bah, du coup, ça porte bien son nom. Hein. Ça veut dire analyse de la fonction plaquettaire. Et 100, bah, tout simplement parce que c'est exprimé en pourcentage. Voilà. Donc, l'explication du nom, elle n'est pas très compliquée. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va faire passer le sang du patient dans un capillaire. Dans ce capillaire, il y a des activateurs des plaquettes. Alors, c'est du collagène et de l'ADP. Avant, c'était avec du collagène et de l'épinéphrine. Et en fait, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le temps nécessaire à l'occlusion de ce capillaire. C'est-à-dire à partir de quand il n'y a plus rien qui passe dans le capillaire. En gros, au bout de combien de temps on a une agrégation plaquettaire qui est efficace. Et ce temps-là, on le met en pourcentage par rapport à un temps standard, à un taux témoin. Et bah, du coup, voilà, c'est tout simplement ça le PFA en fait. C'est combien de temps les plaquettes du malade mettent à faire une agrégation suffisante par rapport à un patient normal. Et donc, si elles mettent beaucoup plus de temps, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est tout en fait. Hein. Le PFA 100, c'est vraiment pas compliqué. Je vous ai mis un petit schéma. Oui, voilà. Je vous ai mis le schéma ici. Il est sur la correction détaillée. Alors, ce n'est pas un test qui va vous permettre d'affirmer le diagnostic du tout. Déjà parce que ça ne précise aucun sous-type, parce que ça dépend du taux de plaquettes aussi. Si votre patient est thrombopénique, il est évident que les plaquettes vont mettre 20 ans à agréger, mais ce n'est pas un problème de Willebrand forcément. Voilà, donc c'est un test d'orientation, de dépistage. Est-ce que c'est clair pour vous le PFA 100 ? Ok. Ça s'apparente au TS alors. Oui, oui, si tu veux. Oui, ça s'apparente au temps d'enseignement, en quelque sorte. L'avantage, c'est que c'est beaucoup moins invasif, quoi. Oui, de toute façon, ça explore globalement la même chose. Hein. Oui, voilà, c'est de l'exploration de l'hémostase primaire. Hein. Après, c'est comme tout, on a toujours plusieurs examens qui explorent potentiellement la même chose. Hein. Mais du coup, voilà. Le TS, vu que c'est ancien, il faut en parler. Ça, c'est plus actuel, il faut en parler aussi. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne fait pas trop, non. Alors, la fréquence en pratique, ça, franchement, je vais être honnête, j'en sais rien. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait en pratique souvent? Je ne sais pas. Ça, il faudrait demander à des internes des matos. Je ne sais pas. Mais après, en vrai, on en revient toujours au même problème. Des fois, il y a des trucs qu'on ne fait plus du tout et c'est coté. Et il y a des trucs qu'on fait qui ne le seront pas. Donc, moi, je pense que ça vaut le coup d'en parler quand même, qu'on le fasse ou pas. Oh non. Du coup, question de traitement. Si on a fini sur les examens diagnostiques. Hein. Donc, encore une fois, on n'oublie pas que c'est une maladie qui est incurable, c'est une maladie à vie. Vous pouvez préciser, du coup, vous pouvez le préciser. Est-ce que si je vous parle de DDAVP, ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est ça, c'est la desmopressine. C'est la desmopressine, c'est un analogue de la vasopressine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, elle a juste la capacité, c'est pas très compliqué, mais c'est juste la desmopressine. Elle a la capacité de relarguer du 8 et du facteur Willebrand. Comme ils sont liés, ils relarguent les deux. Donc, du coup, chez des patients qui ont un déficit qui est quantitatif relativement peu grave, on va dire de modéré de léger à modéré, ça peut être utilisé en traitement préthérapeutique, en traitement préchirurgical par exemple, ou en traitement d'appoint, ça peut être utilisé. Est-ce que vous savez dans lesquels c'est inutile? Enfin, dans lesquels il ne faut pas le faire? La desmopressine. Ouais. Oui, bon voilà, bon, bah, du coup, vous savez. Le test préthérapeutique. Là, pour le coup, dans ce qu'il faut dire en plus dans les traitements, je pense que le test préthérapeutique à la desmopressine, il ne faut vraiment pas l'oublier parce qu'il est important.
Donc ça, en fait, c'est tout simplement, c'est pas très compliqué, mais c'est juste, on mesure à T0 avant injection le taux de 8 et de Willebrand, on injecte, et 1 heure après, et 3 heures après, je crois, de tête, on regarde les taux qui, du coup, sont censés avoir remonté. À 1 heure, il faut que ça ait fait entre x2 et x5. Si le Willebrand et le 8, ils ont fait x2 et x5, ça veut dire que le patient est répondant à la desmopressine. Et là, du coup, on peut en donner. Sinon, il ne faut pas en donner. Aussi, il faut instaurer une rétention hydrique. C'est un analogue, c'est la vasopressine. C'est donc c'est comme l'ADH. L'ADH, vous savez que c'est une hormone qui est antidiurétique hormone. Donc en fait, si on ne fait pas de rétention hydrosodée, on peut avoir une surcharge volémique. Voilà. Donc du coup, ça je pense qu'il faut le préciser aussi dans la surveillance. Il y a 2 formes. Il y a le mini-rein, c'est de l'IV, l'Octime, c'est le spray nasal. Est-ce que c'est nécessaire de le savoir? Moi, je l'avais appris, mais bon, après, vu que les principes sont pas. Sachez juste qu'il y a un spray nasal et une voie intraveineuse. Ça, par contre, ça peut être coté. Et je pense que pour la desmopressine, c'est déjà pas mal, parce que c'est vraiment un traitement, on va dire, d'appoint. Est-ce que la desmopressine, c'est clair pour vous? Pourquoi elle est contre-indiquée dans le type 2B? Alors ça, je ne sais plus. Je m'étais renseigné dessus. Je crois que c'était parce que c'était une histoire que ça faisait une. En fait, c'est par en fait le type 2B, c'est parce que tu as une augmentation. Le facteur Willebrand, en fait, il a une affinité pour la GP1B qui est trop forte. Et je crois que c'était une histoire de thrombose. Voilà, pour moi, c'était juste qu'il y avait des risques de thrombose parce que ça faisait un emballement de toute la cascade, en fait. En fait, en fait, t'en envoies trop, et comme il est déjà trop d'affinité pour les plaquettes, tu fais un emballement de toute la cascade qui s'ensuit. Pour moi, c'était ça. Après, je pense que c'est plus précis si tu veux te renseigner dessus, si ça t'intéresse, mais enfin, je pense que ça suffit de savoir ça, quoi. Et dans le 3, ça sert à rien parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Bon, voilà. Non, ça toujours pas. Et du coup, après, traitement substitutif, ça, on va dire que c'est le traitement de fond. Euh, on l'envoie on l'envoie dans 2 cas. C'est soit si la desmopressine est inefficace, soit parce qu'on a vraiment besoin d'avoir un taux de Willebrand qui est plus élevé d'un coup. Par exemple, je ne sais pas s'il y a une grosse chirurgie qui est nécessaire. Et donc là, il y a deux spécialités qui existent. C'est le Willstart, c'est l'association de Willebrand et de 8. Et le Willfactin, c'est le facteur Willebrand qui est seul. Les protocoles, ils peuvent varier. Nous, ce qu'on nous avait dit à la fac, c'était que le field start, c'est bien comme son nom l'indique, c'est en initiation de posologie, start, commencer, où on a besoin des deux, et une fois que le patient est relativement stabilisé, on passe sur du facteur Willebrand seul. Donc encore une fois, il faut préciser que c'est un traitement à vie. Les injections, c'est 1 à 2 fois par jour. Ça, je pense que ça peut valoir le coup de le connaître. Voilà. Je pense que sur l'injection de Willebrand, ça suffit. Après, les autres traitements, les antichirinolytiques, les hémostatiques locaux, tout ça, vous pouvez en reparler. La citracénamide, comme on dit tout à l'heure, ça peut être pertinent aussi. Encore une fois, si vous avez le temps de le mettre, vous en parlez. Et du coup, encore une fois, tout ce qui va être port d'une carte de maladie de Willebrand, avec le sous-type, tout ça. De bien, dites quand même qu'il faut renseigner tout le corps soignant que ce patient a une Willebrand. C'est stupide, mais ça peut être coté, notamment parce que chirurgie dentaire, ça peut être des interventions qui sont vraiment en risque. Et là aussi, contre-indication, des injections intramusculaires. Est-ce que vous avez des questions? Pour le coup, le traitement du Willebrand, c'est pas très compliqué, il n'y a pas grand-chose. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer au cas 3. Est-ce que ce cas 3, il vous a posé des problèmes ou pas?
Bon, je suppose que non. Donc, question 1. Donc là, vous avez un patient, vous avez son traitement. Vous avez un patient de 72 ans, 57 kg. Il est hospitalisé pour une intervention. Et donc, son bilan, donc vous avez son bilan. Globalement, tout va bien sur son bilan. À deux choses près, sa créatinémie et son urée. Donc, là, vous avez créaturés qui sont élevés. Ça sous-entend insuffisance rénale. Non, non, c'est parce que je les défile plus. Regarde, hop, il est là. Donc, du coup, là, vous avez insuffisance rénale. Il y a un réflexe à avoir, c'est calcul de la clairance de Cockcroft-Ego. Là, le patient il a 72 ans, jusqu'à 75, on peut. Après 75, c'est MDRD et on ne demande pas de connaître la formule. Enfin, vous pouvez l'apprendre si vous voulez, moi, je ne l'avais pas apprise. Donc, Cockcroft-Ego. Là, quand vous faites le calcul de Cockcroft-Ego, c'est quelque chose, dans les cas cliniques, on n'y pense pas forcément, mais il faut que ce soit un réflexe. Si vous pouvez la calculer, tout ce que vous pouvez calculer à partir de l'énoncé, faites-le, évidemment tant que c'est pertinent, mais essayez de le faire. Donc là, en l'occurrence, vous auriez pu calculer le 3-ionique aussi. Bon, je ne l'ai pas fait parce qu'on s'en fout. Mais là, par exemple, la seule chose qui nous intéressait, c'était la clairance de la créate. Donc du coup, j'ai calculé que ça, mais vous auriez pu aussi le calculer. Calculer un maximum de choses. Pareil, les constantes érythrocytaires, calculez-les toujours. Hein. Bon, là, pareil, je ne les ai pas calculées parce qu'on s'en fout. Puis de toute façon, il n'y avait pas l'hématocrite. Mais dans un cas clinique, il y a toujours l'hématocrite, l'hémoglobine, tout ça. Calculez tout ce que vous pouvez calculer. Si ça vous semble pertinent en priorité, si ça ne vous semble pas pertinent un peu plus tard dans le cas si vous avez le temps, mais on ne sait jamais ce qui est coté, pensez-y. Donc là, en l'occurrence, le patient, donc vous avez sa clairance, 1,23 chez l'homme, 1,04 chez la femme, vous la calculez, vous trouviez 17,1. Donc, est-ce que ça vous a sauté aux yeux le fait que l'énoxaparine était contre-indiqué parce que le patient avait une insuffisance rénale? Et est-ce que c'est clair pour vous pourquoi ça l'est? Parce que ça, pour le coup, les héparines, il faut être à l'aise. Oui, ok, ça va. Est-ce que vous savez, parce que du coup, bon, vous savez, c'est par du coup, filtration rénale qu'elles sont éliminées. Les HNF, vous savez comment elles sont éliminées? Les recos ont changé. Ah, et ben, vous voyez, vous m'apprenez un truc. À l'hôpital, à l'hôpital, on utilise toujours les anciennes recos. Alors, parce que pour le coup, nous, c'est DFG inférieur à 30 qu'on utilise. Et avec les recos que j'avais, qui étaient des hôpitaux de Genève, elles étaient quand même assez récentes. C'était 30. Bon, vous voyez, vous m'avez appris un truc. Si les recos ont changé, je ne savais pas. Bon, du coup, on va quand même faire comme si. Ouais, on s'en fout. Ça change rien. Donc, admettons que du coup, là, elle est contre-indiquée. Qu'est-ce que... Oui, voilà. Oui. Donc, du coup, elle est contre-indiquée. Est-ce que le mécanisme des héparines, pour vous, c'est relativement clair? C'est pas trop compliqué non plus, mais... Est-ce que vous avez des questions sur le mécanisme des héparines? Je vous ai mis un schéma. Là. Donc, l'héparine, vous le savez, elle a un motif pentasaccharidique qui va lui permettre de se fixer à l'antithrombine. Et du coup, cette antithrombine, elle va potentialiser son action d'un facteur environ 1000 au niveau du 2 et du 10 qui sont activés. Et du coup, ça va inhiber la cascade de la coagulation. Je vous ai mis sur la fiche, sur la correction détaillée, les posologies recommandées des héparines, du Lovenox tout simplement, parce qu'elles sont très simples. Lisez-les, normalement les posologies elles ne sont pas censées être connues, mais lisez-les, on ne sait jamais. Essayez d'avoir une petite idée quand même des différentes posos, au moins pour les héparines. Je ne pense pas que ça tombe, normalement ça ne devrait pas, mais ne serait-ce que pour votre pratique ensuite, c'est intéressant. Essayez aussi d'avoir une petite idée assez claire sur la structure des héparines. Sur le fait que donc, ce sont des glycosaminoglycanes. Le motif pentasaccharidique, ça c'est important de le savoir, qu'il est nécessaire à l'adhésion. Et d'avoir une petite idée de ce que c'est la différence entre HNF et HBPM quand même aussi. C'est pas très compliqué, mais c'est important, je pense, de le savoir. Voilà, donc après, pour le coup, ça c'est vraiment c'est assez basique. Donc si vous avez des questions. HNF, c'est par phagocytose qu'elles sont détruites. C'est pour ça qu'elles ne sont pas contre-indiquées chez insuffisant rénal, en fait.
Alors, du coup, à la question 2, vous aviez un autre bilan où le patient il avait des plaquettes qui étaient effondrées à 12, c'était une semaine après. Est-ce que, bon, je suppose que vous avez tous trouvé ce que c'était. C'était une TIH. Donc, là, je vous ai mis un schéma récapitulatif de la TIH. Il est très, très complet, mais du coup, je trouve qu'il est quand même relativement intéressant. Vous pourrez aller le consulter après. Enfin, du coup, je vais vous expliquer en même temps, mais je trouve qu'il est quand même globalement bien fait. Est-ce que ça vous a posé un problème, du coup, le diagnostic de TIH ou pas? Ok. Donc, du coup, on va faire la question. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Donc, TIH de type 1, celle-là, elle est facile, elle n'est pas méchante. Entre J1 et J4, entre J1 et J4, elle est spontanément résolutive. On peut continuer le traitement, ça ne contre-indique rien, tout va bien. La J2, enfin la type 2, c'est entre J5 et J21. C'est un mécanisme immun. Elle peut être très grave. Et elle contre-indique totalement l'administration des héparines pour le restant de la vie du patient. Et elle est non résolutive spontanément. Donc ça, c'est les grandes lignes de ce qu'il faut savoir pour les TIH. Est-ce que le mécanisme physiopathologique de la TIH, il est clair pour vous? Parce que c'est pas très compliqué, mais ça met en jeu plusieurs acteurs. En fait, l'idée, c'est que quand la plaquette est activée, elle relargue du facteur 4. Ce facteur 4, ben, peut-être, mais nous, on continue, en tout cas, nous, on continue à la faire. Tu es obligé de la faire à un moment donné, parce qu'en fait, y a un type où c'est pas grave et où tu peux continuer le traitement sans faire de switch, et que l'autre, par contre, c'est une contre-indication à vie. Donc, je sais que nous, pour avoir déjà discuté en plus déjà de ça avec un service d'hémato, eux, ils continuent à le prendre en compte. Après ça, j'ai envie de dire, ça dépend des habitudes de service aussi, mais après, bon, bref. Mais du coup, ça m'intéresse, parce que si vous faites un choix différent, ça m'intéresse. Donc, le facteur 4, il est relargué. Ce facteur 4, il est positif, il a un pôle positif. Les héparines, leur motif pentasaccharidique, il est chargé négatif. Donc ça, c'est plus et moins. Les deux, ils vont s'agréger. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au niveau de la plaquette, il va y avoir un changement conformationnel. Et ça va révéler des épitopes, c'est-à-dire des portions de la molécule, enfin des portions de molécules, qui vont être reconnues comme le non-soi. Et ça va être à l'origine des anticorps antifacteur 4 héparine. Les anticorps, ils vont se fixer sur ces épitopes, ça va activer les plaquettes et ça va les détruire. C'est pour ça que c'est à l'origine de la thrombopénie. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est pourquoi est-ce que ces épitopes-là, ils sont reconnus comme non-soi. Alors, il n'y a pas de réponses qui sont vraiment précises, mais une des hypothèses qui a été amenée, c'est parce qu'en fait, ils ont des similitudes avec certains motifs de certaines parois bactériennes. Et du coup, ben, c'est reconnu comme du non-soi, puisque ça ressemble à une bactérie. C'est pour ça que du coup, c'est reconnu comme du non-soi et qu'il y a les anticorps. Et donc, ces anticorps, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils vont, après avoir détruit les plaquettes, se fixer au système endothélial. Ils vont activer le facteur tissulaire qui est synthétisé par l'endothélium. Et comme c'est l'initiateur majoritaire de la cascade de la coagulation, on va avoir un état d'hypercoagulabilité acquis. Et donc, du coup, on va avoir des thrombopénies à risque thrombotique. C'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est parce qu'en fait, la coagulation, elle n'est pas induite du tout par rapport aux plaquettes ou tout ça, elle est induite par rapport à l'endothélium. Est-ce que c'est clair pour vous, tout ce fonctionnement de la TIH? Je peux le refaire. Oui, bien sûr, je peux le refaire. Donc, je vais me remettre sur le schéma d'ailleurs. Non, la TIH1, c'est un mécanisme, c'est purement mécanique. Donc, du coup, c'est pas immunologique. Donc, du coup, l'héparine, en fait, si tu veux, la plaquette s'active. On est là.
la plaquette s'active, elle synthétise, enfin elle libère le facteur 4. Ce facteur 4, il est chargé positivement. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les héparines, de par leur motif pentasaccharidique, elles sont chargées négativement. Donc, du coup, elles vont s'agréger, enfin, elles vont se lier. Plus et moins, ça se lie. Ça va ensuite se tanker sur les plaquettes. Une fois que c'est tanké sur les plaquettes, ça va induire un changement conformationnel qui va libérer certains motifs de la plaquette. Ce sont ces motifs qui ont des similitudes avec les parois bactériennes et qui vont être reconnus, ces épitopes, comme le nom soit. Donc, on va avoir des anticorps anti-facteur 4 héparine qui sont fixés du coup là-dessus, qui vont se fixer là-dessus. Ces anticorps, ils vont détruire les plaquettes, ça c'est une première chose. Et ils ont une deuxième action, c'est qu'ils vont se fixer au niveau de l'endothélium et qu'au niveau de l'endothélium, ils vont l'activer et il va libérer le facteur tissulaire. Ce facteur tissulaire, c'est l'activateur principal de la voie de la coagulation. Du coup, tu vas avoir une activation de la voie de la coagulation. Et du coup, tu as un risque d'événement thrombotique, malgré la thrombopénie. Est-ce que c'est plus clair? Du coup, pour le diagnostiquer, donc on est face à une thrombopénie, le patient il est sous héparine. Ça se fait en deux temps. Le premier, c'est le score de probabilité. Donc, c'est les 4 T. Donc, thrombopénie, timing, thrombose et autre cause. C'est ridicule, mais il y a un T. Le score, il va de 0 à 6. Inférieur à 3, on exclut le risque. Et si c'est strictement supérieur à 3, alors, en fait, il y a différents sous-types pour chacun des 4 critères. C'est absolument pas nécessaire de les connaître, qui sont tous cotés de 0 à 2. Et en fait, on fait la somme de ces différents sous-critères. Et si on est inférieur ou égal à 3, ce n'est pas une TIH. Si on est supérieur à 3, là, c'est potentiellement une TIH. Et du coup, on confirme avec les explorations biologiques. Les explorations biologiques, elles se font en deux temps. C'est soit immunologique, bah là, pour le coup, ça va être tout simplement un dosage des anticorps, et un test fonctionnel. Là, il y a plein de méthodes différentes. Je pense que ce n'est pas nécessaire de toutes les connaître du tout. C'est juste l'idée de comprendre que c'est bien en deux temps, c'est fonctionnel et qualitatif et quantitatif. Est-ce que c'est clair? Du coup, le traitement. Est-ce que j'ai mis un truc sur le traitement? Non, je n'ai pas mis un truc sur le traitement. Le traitement de la TIH. Donc, c'est une urgence. On arrête le traitement héparénique immédiatement, il y a une contre-indication à vie, ça il faut le préciser. Et on doit faire un switch d'anticoagulant à dose curative. Donc, classiquement, ce qui est utilisé, c'est le danaparoïde sodique ou l'argatroban. Il y a des études qui disent que le fondaparinux en sous-cutané, il est utile aussi, mais il n'y a pas assez de recul dessus, donc il n'est pas forcément recommandé, mais en vrai, il est utilisé. Donc, retenez le danaparoïde sodique et l'argatroban, ça suffit largement. Il ne faut surtout pas faire de transfusion de culot, parce que alors là, par contre, du coup, on fait un entretien du phénomène et du coup, ça ne résout rien. Au contraire, ça emballe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir dans de rares cas des cas de thrombopénie croisée avec le danaparoïde. Si en moins de 4 jours, il n'y a pas de normalisation du taux de plaquettes, c'est-à-dire qu'il y a une réaction croisée, du coup, il faut utiliser un autre anticoagulant. Bon, si un jour vous tombez sur un cas de TIH où il n'y a que de la TIH, franchement, je pense que ce sera déjà largement suffisant. Parce qu'en vrai, voilà, il faut juste retenir que vous switchez sur un autre anticoagulant, en l'occurrence du dabigatran. Donc ensuite, vous avez mis une question sur les relais. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ces relais, je ne vous les ai même pas forcément mis pour voir si vous les connaissiez et tout. C'est plus, moi je me rappelle quand je préparais le concours, c'est un truc qui m'avait gonflé. C'était pas forcément évident de trouver des sources. Au moins là, je vous ai mis les différents relais qui existent. Bon, à moins que vous ayez déjà des questions dessus, je ne vais pas m'y attarder, mais au moins vous les avez tous au même endroit, et j'ai essayé de vous faire des petites explications dessus
dans la correction détaillée si c'était nécessaire. Vous n'attendez pas non plus des heures dessus, mais il y a une petite idée quand même, je pense, de comment ils sont réalisés, surtout quand il y a des AVK au milieu. Ça peut par contre, ça peut vous être posé en QCM, voire en cas. Franchement, une question, comment fait-on en relais par une AVK? Vous voyez, moi, ça ne me paraîtrait pas déconnant. Donc, à moins que vous ayez des questions précises sur les relais, je vais passer vite sur la question et après, ça vous laisserai vous voir de votre côté. Et donc, du coup, là, on arrive aux questions médicaments que je vous avais posées. Donc ça, c'est pareil, c'était plus pour vous faire un rappel parce que, voilà, normalement, vous devriez quand même commencer à les connaître à ce stade de l'année. Donc, déjà, il y a deux grandes catégories, c'est les anticoagulants et les antiagrégants. Là, je vous demandais en général tous les médicaments, mais les anticoagulants, c'est les AVK, les héparines, les AOD. Et les antiagrégants, ça va être les autres. Est-ce que c'est clair pour vous lesquels sont quoi, ou est-ce que j'explique pourquoi lesquels sont dans quelle catégorie? Parce que du coup, ça, il ne faut pas oublier non plus, le fameux entonnoir quand on fait des réponses, surtout pour les médicaments, ne vous plantez pas, ne mettez pas anticoagulant pour l'éthiénopyridine, par exemple. Parce que du coup, ce n'est pas les anticoagulants, c'est les antiagrégants plaquettaires. Donc, pour l'éthiénopyridine, ce qui est important, ce sont des prodromes, ça, il faut absolument le dire, il ne faut pas oublier. Elles vont être métabolisées avec une fonction thiol, je pense que c'est important aussi de le savoir. La fixation, elle est sélective et irréversible au récepteur de l'ADP, c'est le P2Y12. Ça va diminuer la quantité d'AMPC parce qu'en fait, le récepteur il est couplé à une GI, une protéine GI, elle est inhibitrice, elle va inhiber l'adénylate cyclase. Du coup, on va avoir une diminution de l'AMPC et ça, du coup, ça va induire une diminution de la GP2P3A. Comme vous le savez, la GP2P3A, elle est nécessaire à la liaison du fibrinogène et à la formation du clou plaquettaire. Du coup, indirectement, vous avez une association, vous avez un effet anti-agrégant. La durée, c'est de 7 à 10 jours parce que c'est la durée de vie des plaquettes. Donc ça, c'est pas très compliqué. Après, les effets indésirables, pareil, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'ils sont assez logiques. Ça va être des risques hémorragiques, des cytopénies, et il n'y a pas vraiment de spécificité. Nous, à Marseille, on nous apprend qu'avec le ticagrelor, on a des phénomènes de dyspnée dans 15% des cas. C'est un truc, notre prof, elle appuie quand même dessus en cours, donc vous pouvez le noter. Ticagrelor, dyspnée dans 15% des cas. En termes d'effets spécifiques, c'est la seule chose qu'on met en avant dans nos cours. L'aspirine, elle, du coup, c'est l'inhibition irréversible des cyclooxygénases par acétylation d'une sérine. Ça, je pense qu'il faut l'apprendre quand même en entier, parce que vu que c'est un médicament qui est quand même vachement répandu, voilà. Et du coup, ça en découle l'inhibition de la synthèse de TXA2 et du coup, l'effet anti-agrégant, tout simplement. Ça, c'est la GP2P3A, elle sert à quoi? La GP2P3A, elle sert à la fixation du fibrinogène entre les plaquettes. Le fibrinogène fait le lien entre les plaquettes et c'est une fois qu'elle est découverte que ça marche. Donc en fait, tu n'as pas d'agrégation. Si tu veux, c'est la colle des plaquettes, quoi. Ah non, la GP1A, c'est ça? Attends, du coup, c'est quoi ta question? C'est la GP1A, oui. La GP1A, en fait, le Willebrand se fixe dessus et il libère la GP2P3A. Et après, la GP2P3A, elle fixe le fibrinogène. De rien. Je suis perdu. J'ai tout jeté. Donc, voilà. Donc, les inhibiteurs de la GP2P3A, il y en a 3. Il y a l'eptifipatide, le tirofiban et l'abciximab. L'eptifibatide, vous savez qu'il y en a un qui est peptidique et l'autre qui est non. Eptifibatide comme peptidique, donc bon, c'est facile de s'en rappeler. Donc, eux, ils miment la séquence reconnue par le récepteur et ils inhibent tout simplement la liaison fibrinogène-plaquette. Donc, ils inhibent le collage des plaquettes. Ils inhibent tout simplement ça. Donc, ça, c'est pas très compliqué non plus. Pareil, je pense que si jamais il y a une question qui tombe dessus, on ne va pas vraiment vous embêter parce que c'est des médicaments qu'on ne voit pas souvent. Si vous avez une idée globale de ce qu'ils font, c'est déjà suffisant.
Retenez juste que pour la l'apiximab, c'est une IgG et il fait la même chose. Donc, il y en a un, il mime la séquence du récepteur, l'autre, c'est des anticorps, tout simplement. Donc, pour cela, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Les AOD, ceux-là, c'est encore les plus simples à apprendre. Ils inhibent un facteur de la coagulation et les effets indésirables à retenir, c'est l'hémorragie. Vous savez qu'il n'y a pas de suivi de toute façon pour les AOD. La seule chose qu'il faut faire pour les AOD, ça va être un bilan préthérapeutique rénal, parce qu'il y a des adaptations posologiques en fonction de la fonction rénale si besoin, mais il n'y a pas de suivi au long cours, comme avec les AVK. Ça, les AVK, pareil, c'est partie des molécules, il faut vraiment être hyper à l'aise dessus, parce que si ça tombe, ils ne vont pas vous couper. Donc, est-ce que c'est clair pour vous le mécanisme des AVK, la surveillance des AVK? Parce que ça, pour le coup, il ne faut vraiment pas se planter. Ou est-ce que vous avez des questions précises? Parce que du coup, ils ont une analogie de structure avec la vitamine K, et en fait, ils vont inhiber l'enzyme qui leur permet d'être transformés en forme active. En gros. Après, c'est plus ou moins détaillé, mais si vous avez des questions, après, j'y réponds. Mais il faut vraiment que ce soit très clair pour vous. Et du coup, si pour vous ça c'est OK, je pense qu'on en a globalement fini avec les médocs de la question 3. Donc ça, encore une fois, ce n'était pas des questions très compliquées, mais il ne faut vraiment pas vous louper dessus, il faut que ce soit du tac au tac, quoi. Le cas 4, est-ce que vous, de votre côté, vous l'avez refait, ce cas, ou pas? Pas forcément pour la colle, mais avant. Hein. Tous plus ou moins en fonction de... En fait, ça va dépendre de la clairance. Hein. Ça va être du cas par cas en fonction de la clairance. Donc du coup, celui-là, je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus. Donc c'est celui-là où je vous ai dit que je vous avais mis mes copies dans le diapo. Donc de manière vite fait, parce que bon, celui-là, je pense que c'est plutôt est-ce que vous avez des questions dessus ou pas. C'est plutôt pour vous montrer. Vous voyez, donc ça c'est la question 1, ça c'est la question 2, ça c'est la question 3, et ça c'est la 4. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Donc ça, je vous le montre parce que, enfin, des fois, je corrige des copies au tutorat où je suis et je vois énormément de blabla qui sert à rien. C'est une perte de temps monstrueuse. Vous voyez bien que là, il n'y a pas grand-chose d'écrit et ça suffit à avoir une bonne note. Donc, du coup, je vous ai fait une correction un peu plus détaillée là, du coup, qui est donc sur la correction détaillée que Aurélie après mettra sur le Drive. Et je vous ai mis mes copies qui sont moins détaillées que la correction que je vous ai écrite, bien sûr. Mais bah non, c'est pas indiscret. J'ai eu 42, 41, un des deux, je sais plus, 41 on va dire. 41 en ayant mis une contre-indication au milieu. Je sais plus ce que c'est la question. Et voilà, j'ai dit qu'on perfusait du PPSV alors que c'est contre-indiqué. Donc potentiellement, on n'a pas beaucoup de points négatifs à Rungis, mais les traitements contre-indiqués et les grosses erreurs de diagnostic, ça peut faire. Donc peut-être qu'en plus, j'ai perdu 2 points là-dessus. Donc vous voyez, c'est vraiment, il ne faut pas aller s'embêter à écrire du blabla d'examen de plus, de la méthode, de machin, des sous-types de trucs. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose d'écrit pour quand même pas mal de points. Donc après, ce cas, je ne sais pas si vous aviez des questions dessus en particulier. Sinon, je pense qu'on est bon. Les cas sont sur 60. Non, sinon sur ce cas, qu'est-ce qu'il y avait de compliqué? En fait, ce cas n'était pas compliqué une fois qu'on avait trouvé le diagnostic. La CIVD, j'ai envie de dire, c'est un diagnostic, comment dire, on pouvait le voir assez facilement, mais en fait, c'est surtout que ça pouvait être rien d'autre.
Je pense que c'est ça surtout, de retenir que c'est jamais inaugural, c'est toujours secondaire à autre chose. Là, la grosse difficulté, c'était quand même que la patiente n'avait rien à part le fait qu'elle était enceinte. Donc, il fallait quand même pas louper le fait que c'était une CIVD post-délivrance. La question 4, après, en vrai, c'était des questions qui étaient vraiment pas très complexes. La question 4, c'était une question, pour le coup, il n'y avait pas de réponse standard, il fallait un petit peu réfléchir dessus. Si on se trompait sur les valeurs bio, c'était QI. Ouais. Après, ça va, il y en avait 4, mais puis après, les valeurs bio, pour le coup, enfin, c'est toutes sur le bout des doigts. Hein. Ça, sinon, la majorité des cas vont être compliqués. Hein. Mais oui, clairement. Et donc, du coup, la question 4, c'était peut-être la seule qui était un petit peu compliquée. En fait, la patiente, on vous disait qu'elle avait une oligoanurie, une tachycardie et une polypnée, et on vous demandait de l'expliquer. Alors, du coup, en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle avait une hémorragie massive de la délivrance. Donc, du coup, elle perdait beaucoup de sang. Et donc, on avait une diminution de la volémie. Et en même temps qu'on perd du sang, on perd de l'hémoglobine. Donc là, il se passait deux choses. On avait une diminution importante de la volémie et on avait une diminution importante de l'oxygénation. On avait une hypoxie. Et donc en fait, ce qui se passait, c'est tout simplement que pour compenser la volémie, on mettait en place une stimulation du système rénine-angiotensin-aldostérone. Donc, il est vasoconstricteur. Donc, on diminue la diurèse. Donc, il y a une oligoanurie. En réponse à l'hypovolémie, on va avoir une hypotension artérielle. Et en réponse aux hypotensions artérielles, on a une tachycardie compensatoire pour avoir le maintien de la pression. Et après, la tachypnée, c'est tout simplement secondaire à l'hypoxie qui était due à la perte massive également. En fait, ça, tu ne peux pas conclure parce que tu n'as aucune valeur bio. Est-ce qu'on peut parler de la formation des dédimères? La formation des dédimères, oui, dans la question 3, 2. Dans la question 2 du diagnostic, oui. Alors, du coup, dans la question 2 du diag, vous ne prêterez pas attention au seuil archi-faux que j'avais écrit. Oui, il faut en parler parce que pour le coup, ça fait partie. C'est pas un diagnostic, les dédimères. C'est pas un diagnostic de certitude du tout parce que des dédimères très élevés ne signent pas une CIVD. Par contre, des dédimères qui sont bas, ça a une très très forte valeur prédictive négative. Si tu n'as pas de dédimère, je crois que la VPN elle est à 99 ou 98%. Si tu n'as pas de dédimère, tu n'as pas de CIVD en gros. Donc c'est intéressant pour ça, le dosage des dédimères. De rien. Oui, la tachycardie, c'est parce qu'en fait, tu avais une hypotension artérielle secondaire à l'hypovolémie. Et quand tu as une hypotension artérielle, tu as une tachycardie compensatoire. Tout simplement. Voilà. Donc en fait, ce cas, il n'était pas si compliqué. C'est juste que il est un petit peu arrivé de nulle part. Alors, à moins que vous ayez des questions. Donc du coup, moi, de mon côté, j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire. Donc déjà, j'espère que ça vous a été utile. L'oligoanurie, oui, je réexplique, pas de souci. En fait, tu as une hypovolémie. Donc, en fait, tu as une activation du SRAA. Et du coup, le SRAA, il diminue la diurèse. Et donc, forcément, tu as une oligoanurie. En gros, au niveau du rein, tu réabsorbes de l'eau et tu pisses moins. Voilà, alors en vrai, ça, l'IRA, comment dire? Moi, ça, l'IRA, je suis un peu mitigé là-dessus parce que, en soi, ce serait pertinent. Sauf que moi, conclure à une insuffisance rénale aiguë avec aucune donnée biologique, ça paraît pertinent, mais pour moi, on ne peut pas se permettre de conclure à une insuffisance rénale aiguë sans urée ni créatininémie. Alors, je ne pense pas que ce soit faux de l'écrire. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit non plus très juste et rigoureux de conclure à ça comme ça. C'est pour ça que moi, j'en parle pas. Et après, je pense qu'en parler n'aurait pas été forcément faux. Hein. Et du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions de manière générale? Enfin, pas forcément spécialement sur ces cas, ou enfin, de manière en général avec de l'hémato, ou de manière en général avec le concours. Si vous ne voulez pas les poser ici, vous pouvez m'envoyer des messages en privé sur le Discord aussi.
Qu'est-ce que j'avais dit? Parce que dans le type 1, c'est... alors, en fait, le type 1 du Willebrand, tu as des déficits qui sont quantitatifs, qui sont très variables. Et donc, du coup, ça n'impacte pas le 8, tout simplement. Ils sont variables, mais c'est un taux qui est quand même relativement élevé. C'est-à-dire, donc en fait, c'est quand même suffisant pour maintenir un taux de facteur 8 correct. De rien. C'est toujours non, non, non. Alors là, c'est une. Je vais le refaire. 1, 2. C'est la cause. C'est-à-dire que la patiente, elle a fait une. Ah oui, alors d'ailleurs, est-ce que c'est clair pour vous ça, le mécanisme d'action de la CIVD? Parce qu'un patient qui fait une CIVD, c'est à risque thrombotique. Donc en fait, la patiente, elle a accouché, elle a fait une hémorragie de la délivrance, et ça a été la cause de la CIVD. De rien. En fait, ce qui se passe avec la CIVD, c'est que tu as une consommation de tous les acteurs de la coagulation. Donc ça pourrait t'induire dans le fait que tu te dis ah oui, bah, du coup si j'ai une consommation de tout, j'ai pas rien pour coaguler, donc ça va être hyper fluide, machin, ça va être hémorragique. Sauf qu'en fait pas du tout, parce qu'en fait comme tu as une consommation de tous tes facteurs, en fait tu as une activation extrêmement forte de toute ta coagulation, et donc du coup tu as un risque thrombotique. Alors oui, après tu n'as plus rien, mais quand même sur le moment c'est un risque de thrombose. Et du coup, pour moi, voilà. Et du coup, pour moi, la TIH1, c'était tout simplement, en fait, c'était une fixation de l'héparine qui induisait une lyse. Alors après, franchement, les détails, je vais être honnête avec toi, j'en ai aucune idée. Mais pour moi, c'était vraiment purement mécanique, quoi. Il y avait une fiction dessus et ça induisait la lyse. Alors après, le mécanisme, si ça t'intéresse, je pense que tu vas pouvoir trouver, mais je t'avoue que ça, j'ai pas. Et parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Fixation de l'héparine sur la plaquette? Oui. Oui, oui, je ne connais pas le mécanisme exact, mais c'est une fixation de l'héparine sur la plaquette et ça induit sa lyse. Pourquoi l'hémorragie de la délivrance conduit à la CIVD? Ça, c'est absolument, enfin, ça, c'est pour le coup, quasiment toutes les pathologies peuvent mener à une CIVD en fait. C'est des réactions, la cause, elle n'est pas forcément connue, hein. Ça, pour le coup, genre vraiment, c'est vraiment la cause n'est pas forcément connue. Et en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'une hémorragie de la délivrance conduit à la CIVD? Ça, je ne suis même pas certain qu'on ait vraiment des explications là-dessus. Et si tu veux, pour le coup, j'essaierai de me renseigner et j'essaierai de l'incorporer à ma correction si tu veux, de faire un peu des recherches sur des trucs. C'est vrai que ça, je ne me suis pas renseigné dessus, mais je regarderai un peu de mon côté. Parce que je trouve ça intéressant. Ouais. Je regarderai, j'essaierai de le mettre soit dans le diapo, soit dans la fiche à la fin. Bah, de rien. Oui, voilà, la CIVD, elle peut être causée par énormément de choses, hein. Faire la liste des pathologies qui peuvent induire une CIVD, c'est suicidaire, hein, n'essayez pas ça. Connaissez les quelques pathos avec lesquels il y a des risques. Oui, voilà, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, écoutez, si c'est bon pour vous, bah, c'est bon pour moi. Du coup, courage à vous. C'est compliqué l'été. Il ne faut pas lâcher.
Si vous avez une baisse de régime, c'est normal. Et dites-vous que de toute façon, tout le monde en a, hein. L'été, ceux qui vous disent qu'ils font du 9h, midi l'été, ils mentent, hein. Clairement, c'est faux. Écoutez, de rien. Je suis ravi que ça vous ait servi. C'était le but. Et puis, si vous avez les moindres questions, que ce soit sur la conf, ou, enfin, sur le Discord, je ne suis pas hyper actif parce que j'ai 0 réseau là où je travaille. Mais si vous avez vraiment une question sur la conf en particulier, à la limite, vous pouvez m'envoyer un MP. Sinon, pour le reste, c'est sur le Discord. Et du coup, bon courage à tous. Au revoir.